merci d'être venus une fois de plus très nombreux. Nous sommes très heureux de recevoir Michel Onfray. Ce soir, nous le recevons pour 3 livres. Le volume 5 de son journal hédoniste, le livre La constellation de la baleine et le Requiem athée chez Galilée. Nous sommes très heureux ce soir, à la fois vis-à-vis de vous qui êtes venus dans la salle et de tous ceux qui nous regardent sur le site et sur live.mola.com. C'est une rencontre qui est ce soir placée, je dirais, sous le signe à la fois de la fidélité et de la diversité. Diversité des intérêts, des très nombreux thèmes que vous abordez, entre autres dans le journal. Alors, contrairement aux autres fois, on a pu vous recevoir soit sur des livres biographiques, soit sur des tomes de votre contre-histoire de la philosophie. Vous êtes dans votre journal, vous manifestez un intérêt à toutes les manifestations de l'esprit et des pratiques humaines, que ce soit la philosophie bien sûr, mais aussi la photographie au travers du travail par exemple de Bettina Reims, de la peinture, au travers du travail de Garouste, de l'architecture, de la politique, mais aussi, et je pense qu'on y reviendra, autour des manifestations de la nature. Il y a dans ces 3 livres une présence du monde, du cosmos et de son caractère cyclique qui est extrêmement forte. Mais donc diversité, mais aussi fidélité. Fidélité à soi, évidemment à cette logique existentielle qui est la vôtre au sein de votre philosophie, à savoir que la pensée n'a de sens que ce qui s'y était, que ce qui s'y était écrit est conforme à ce qui est vécu. On le voit encore très récemment sur votre site, vous avez fait un texte sur Robespierre, entre l'écart entre ce que Robespierre a pu écrire et ce qu'il a pu faire. Fidélité évidemment aux thèmes qui sont les vôtres, le matérialisme, le corps, la joie d'exister, fidélité aux philosophes qui vous accompagnent, Diogène, Démocrite pour les plus anciens mais qui sont présents, Montaigne évidemment, et jusqu'au plus récent avec Robert Misrahi. Et fidélité aussi dans le rejet, rejet du platonisme, du christianisme, du freudisme, et de façon générale, rejet de l'oppression et de la soumission volontaire et d'une histoire officielle des idées. Enfin, c'est à la fois anecdotique mais important pour nous, fidélité à la librairie Mola. Alors, commençons par le journal. Alors, ce journal hédoniste, dont c'est le 5e volume, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce livre-là, d'autant que le volume précédent datait de 2007. Alors, j'aurais pour lancer 2 questions. D'abord, je tiens à signaler que c'est une excellente porte d'entrée, je pense, dans votre œuvre. À la fois parce que ce sont des articles relativement courts, il y en a à peu près une quarantaine sur ces 400 pages, que vous abordez de très nombreux sujets, que vous revenez à la fois sur votre façon de travailler, sur les thèmes qui vous sont chers et sur les philosophes qui vous importent. Une question relativement simple, mais de cette façon, pourquoi est-ce un journal? Pourquoi considérez-vous que c'est un journal? On entend souvent par journal des choses qui ne sont pas forcément toujours intéressantes par ailleurs à publier, mais qui relèvent peut-être de la vie privée ou même de la vie plus ou moins intime de l'intellectuel. Et deuxième point, j'aurais voulu que nous commencions par la question de l'art, car l'art et les artistes sont extrêmement présents dans ce journal. C'est un point sur lequel vous avez beaucoup écrit, entre autres chez Galilée d'ailleurs, mais sur lequel on vous interroge finalement assez peu. Et dans ce journal, vous allez depuis Holbein jusqu'à Barthabas, donc ça couvre un champ très large de l'art. Et en question, vous insistez à la fois dans le texte sur Bettina Reims et dans le texte sur Wim Delvoye sur l'idée que l'art qui vous intéresse est oxymorique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que cela peut signifier, ce que cela sous-entend de votre conception de l'art? Merci, bonsoir et merci pour cette belle présentation. Je suis toujours très heureux d'être en votre compagnie parce que vous êtes un vrai beau et bon lecteur. Ce journal hédoniste est un anti-journal, mais je ne vais pas abuser, anti-manuel, contre-histoire, je ne vais pas faire un anti-journal non plus, pardon. Mais je dirais du journal qu'il est un livre d'occasion, avec 9 mais d'occasion, au pluriel. C'est-à-dire que ce sont les occasions qui me sont données par la vie quotidienne et qui me permettent de construire cet ouvrage-là, c'est-à-dire des rencontres, un spectacle, une lecture, un moment dans mon existence. Et donc j'écris un texte plus ou moins long, plus ou moins complexe,
J'ai pu faire par exemple des textes sur le rôle de Deleuze dans la musique de Pascal Dussapin, mais j'ai aussi pu faire l'éloge d'un vieux petit chat disparu il y a bien longtemps. Donc longueur différente, complexité différente, technicité différente, mais à chaque fois, ce sont des occasions qui m'ont été données dans la vie de me dire, par exemple ce soir, si j'ai pas bien précisé quelque chose, il faudrait le repréciser, le redire, il faudrait l'affiner une analyse, il faudrait faire cette analyse qui n'a jamais été faite ou que je n'aurais moi jamais faite. Donc c'est comme ça que se constitue le journal hédoniste. Donc je le construis au fur et à mesure. Et je dois dire que le tome 6 est prêt, parce que ça s'accumule et puis que c'est assez facile à faire. De temps en temps, j'extrais des textes qui deviennent des petits livres à part. Et vous avez raison de dire que les artistes y tiennent une part importante, parce que je pense que dans l'histoire de la philosophie, il y a les techniciens du concept et les artistes. Et donc, l'artiste, pour moi, est celui qui entretient un rapport direct au monde, passionné, instinctif au monde. Le philosophe conceptuel, c'est celui qui intercale souvent sa bibliothèque entre lui et le monde, les concepts entre lui et le monde. Et vous avez fort justement constaté que le cosmos prenait de plus en plus de place dans mon travail. Non pas que la bibliothèque y en tienne de moins en moins, mais simplement parce que je pense qu'il existe un moment dans l'existence où on se dit, mais j'ai beaucoup lu, j'ai pas vraiment beaucoup médité. Le temps que j'ai passé à lire, je ne l'ai pas consacré à la méditation. Et la méditation, c'est savoir s'arrêter. Je ne sais pas m'arrêter, mais savoir s'arrêter devant l'aurore, crépuscule, devant une chute d'eau, devant des cataractes, devant un orage. Et ça, finalement, ce sont des choses qu'on fait de moins en moins quand on lit de plus en plus et qu'on travaille à partir de la tradition occidentale. La tradition orientale, elle, ne procède pas comme ça. Et je m'en suis pris plein la figure quand récemment j'ai lu des haïkus. Je connaissais les haïkus depuis très longtemps, puisque j'avais un ami, c'était le fils de ma libraire d'Argentan, qui lui avait fait Langzo, il m'avait fait lire des haïkus quand j'avais 20 ans. Et je trouvais, voilà, une grenouille bloque, bruit dans l'eau, oui, bon, et puis après, quoi, on se dit, franchement, c'est un peu court. Et puis, bon, j'ai dû accompagner ma compagne longtemps dans les hôpitaux et on n'emmène pas la critique de la raison pure. Et j'ai emmené un jour une anthologie de haïkus. Et je me suis dit, mais je suis passé à côté des haïkus d'abord parce que un bon haïku vaut mieux qu'un long discours. Et parfois, un haïku de Bachot, d'Issa ou d'autres peut-être moins connus donnait plus du monde qu'une longue analyse. Et c'est un vrai coup, on se prend en pleine figure de se dire, mais alors, peut-être la critique de la raison pure pourrait-elle disparaître au profit de 3 haïkus, un sur le temps, un sur l'espace, un sur la raison, ou les limites de la raison. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, non pas, je vais me convertir à la philosophie orientale, mais, parce que ça c'est un monde, c'est une épistémée, dirait Foucault, on ne change pas de corps, on ne change pas d'âme, on ne change pas de civilisation, on ne change pas de cerveau. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est dans la civilisation qui est la nôtre, changer d'angle d'attaque. Et de fait, je vais vers ça. Donc un de mes prochains livres auxquels je travaille, une espèce d'encyclopédie au fur et à mesure, s'appellera Cosmos. Et j'y traite un certain nombre de sujets que je n'ai pas personnellement traités déjà. Donc il y a un moment donné aussi où on se répète beaucoup. Et le cosmos est de plus en plus ma préoccupation. Donc trouver sa place dans l'univers, pas seulement dans la nature, et retrouver le sens d'un certain nombre de philosophies antiques qu'on ne sait plus lire, simplement parce qu'on les lit avec le cerveau formaté par l'urbanisme, l'occidentalisation, etc. Donc il y a chez les artistes une espèce de proximité directe avec le monde qui est celle du poète. Et voilà pourquoi de temps en temps, quand je vois Bartabas faire quelque chose avec, je ne suis pas cavalier moi-même, enfin quand je le vois de temps en temps produire ce qu'il produit et obtenir ce qu'il obtient avec un cheval, je me dis mais il y a beaucoup de philosophie, beaucoup de sagesse, beaucoup de vérité sur le monde dans cette aventure. Et pareil quand je vois des artistes dans leurs ateliers, où j'ai la chance d'être l'ami de Robert Combas, donc quand je le vois à 4 pattes en train de travailler, de faire, de refaire, etc., je me dis il y a un rapport direct au cosmos chez ces individus. Et il n'y a pas de médiatisation par la bibliothèque. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire d'aller chercher chez les artistes des leçons de sagesse, mais aussi des leçons de style, au sens large du terme. Donc voilà pourquoi je me suis toujours plus senti en phase avec Garouste, Combas ou quelques autres qui sont devenus des amis qu'avec tel ou tel philosophe contemporain. Alors,
pour revenir, ce qui est intéressant, c'est que vous évoquez donc la question de la proximité au monde de ces artistes. Or, si on prend que ce soit Bettina Reims ou Windelvoye, on est quand même sur des artistes dont, en première approche, on a le sentiment que leur œuvre est une œuvre, au contraire, de construction artificielle. Alors, je ne dis pas artificielle dans un sens péjoratif, hein, mais que ce soit la façon dont Reims, dans Inri, reconstruit la passion du Christ, que ce soit les machines un peu folles de Delvoye. Au contraire, là, dans l'œuvre produite, en tout cas, on n'est pas dans une proximité au monde, on est quand même dans une... Alors, on peut considérer que l'artifice est un instrument de mise au jour, justement, du monde, mais c'est quand même une construction assez artificielle. Est-ce que c'est là que vient se placer l'oxymore ou est-ce que pour vous, il n'y a pas de contradiction du tout à ce niveau-là entre justement ce que vous dites de la proximité de l'artiste et le sentiment en première approche que donnent ces œuvres-là? Oui, je disais tout à l'heure que le journal hédoniste était pour moi un journal d'occasion avec un S, et les rencontres avec les artistes sont aussi des occasions. Donc, a priori, je n'avais pas d'atome crochu avec Bettina Reims, et il se fait qu'elle avait fait Inri, donc ce fameux livre dont vous parlez, enfin c'était devenu un livre, et elle repensait l'iconographie chrétienne en faisant des photos très presque kitsch, mais de Christ black, de vierges maghrébines, etc. Et la direction de photo m'avait dit, elle est très attaquée, est-ce que vous pourriez faire un texte pour la défendre? Je dis oui, d'accord, envoyez-moi l'ouvrage, et puis j'ai fait ce texte. Je n'avais jamais vu Bettina Reims, et on s'est rencontrés dans un train entre Paris et Bordeaux. Et elle venait faire quelque chose, je ne pense pas qu'il y ait un autre libraire à Bordeaux, enfin bon, je ne sais pas ce qu'elle venait faire ici, mais moi je venais voir Denis. Et elle m'a dit, j'aimerais bien vous remercier, je ne sais pas comment faire, etc. Bon. Et je lui ai dit, écoutez, moi j'organise à Argentan tous les ans une exposition d'été, donc j'aimerais bien que vous puissiez exposer, mais enfin bon, Bettina Reims, à Argentan, j'ai pas d'argent, je fais ça bénévolement. Elle me dit, mais je viendrai, et puis voilà. Et je lui ai dit, pour vous remercier, j'écrirai un petit texte, c'est souvent comme ça que je faisais, enfin pour remercier les gens qui venaient gratuitement bénévolement, je faisais un livre, et puis voilà. Et j'ai fait ce petit livre qui s'appelait Oxymorique au pluriel, et fidèle à ma méthode, qui consiste à dire que une photo de Bettina Reims ne dit pas tout Bettina Reims, même si ça devrait pouvoir être le cas, mais un livre de Kant ne dit pas tout Kant, mais c'est l'œuvre complète qu'il faut aller voir. Et à ce moment-là, quand on a vu l'œuvre complète, alors on peut mieux comprendre une photo de Bettina Reims. Bettina Reims, c'est la photographe officielle, enfin c'est la photographe du président de la République Jacques Chirac, c'est elle qui a fait le cliché officiel. Et c'est aussi une femme qui a fait une série de photos sur des animaux empaillés. Et je pense que Jacques Chirac était photographié comme un animal empaillé, ou que les animaux empaillés étaient photographiés comme Jacques Chirac. Et cette idée que le comique, ce serait du mécanique plaqué sur du vivant, je suis assez bergsonien sur beaucoup de choses, mais pas là-dessus. Je ne pense pas que sa définition soit juste. C'est même peut-être l'inverse qui... Enfin bon, peu importe. Mais je me suis dit, il y a chez elle une façon de photographier les morts comme des vivants et les vivants comme des morts, qui fait quelque chose d'assez oxymorique également. C'est-à-dire que ces prostituées, ces femmes dans des bouches de luxe, toutes ces choses-là me renversaient un peu le cœur, quoi. Il y avait quelque chose d'assez dégoûtant. C'est l'espèce de nihilisme contemporain aussi qui se manifestait chez elle. Donc je me suis dit, voyons comment elle a travaillé sur la totalité de ces sujets, Shanghai, ces animaux empaillés, Inri, des portraits, etc. Et puis essayons de tirer la substantifique moelle de ce travail pour essayer de trouver une idée, voire un mot. Et de fait, l'oxymore, c'est-à-dire deux mots qui s'opposent mais qui en même temps par leur juxtaposition produisent un sens nouveau, l'obscure clarté. La neige brûle, puisque par définition la clarté n'est pas obscure et par définition la neige c'est froid et ça ne peut pas brûler. Donc le principe de l'oxymore, qui est un grand principe de toute pensée baroque, et baroque au sens historique du terme pour le coup, 17e, eh bien, c'est un mot qui m'intéresse. Je me sens assez oxymorique également. Donc, par exemple, un philosophe compréhensible, ça, c'est un oxymore. Un politicien honnête. Un socialiste de gauche. Enfin bon, toutes ces choses qui font qu'on peut en trouver plein, si vous voulez. Et d'un seul coup, on se dit, tiens, ça veut dire quelque chose, ça. Un président de la... Enfin, peu importe. Mais on peut en trouver en quantité. Et j'ai trouvé ça
chez les artistes que j'aimais. D'abord, je les aime, puis après, je ne sais pas pourquoi je les aime, mais je me dis, le cloaca de Wim Delvoye, je me dis, ça, c'est quand même un sacré truc, quoi. Une machine à cloner du caca, comme il dit lui-même, quoi. C'est quand même une drôle d'aventure. Surtout, moi, je défends l'art contemporain. Je ne suis pas de ceux qui disent l'art contemporain, c'est la décadence, etc. Non, il y a des croûtes dans l'art contemporain aussi, et puis il y a des choses très bien, puis il y a des choses géniales. Et Wim Delvoye, en travaillant sur une mécanique qui fabrique du déchet vivant, nous interroge sur ce qui va advenir du corps, de la mécanisation du corps. Est-ce que le corps est une mécanique? Est-ce que la mécanique est un corps? Est-ce que le modèle mécanique qui a permis de comprendre le corps au XVIIIe siècle reste un modèle pertinent pour comprendre le corps? Enfin bon, il y a un nombre considérable de questions qui peuvent se trouver posées avec le travail de Wim Delvoye, d'autant plus que quand il installe son cloaca, sa machine, il demande toujours la nourriture, parce qu'il faut ingérer de la nourriture dans cette machine, et pour ceux qui ne connaîtraient pas, on ingère de la nourriture, c'est une immense machine, et il sort des étrons, il sort des matières fécales, quoi. Et tout est fait avec la chimie, etc., pour que le processus de digestion, le processus de défécation, le processus qui fait qu'on moule les étrons, etc., les parfums, les odeurs, si vous voulez, tout ça, on obtient vraiment un étron humain, je dirais, produit par une machine. Mais lui, il veut absolument qu'on nourrisse cette machine avec les meilleurs restaurants. Donc il va chercher les restaurants 3 étoiles, les trucs de luxe, et il fait ingérer tout ça à la machine, et à l'autre bout, il sort du déchet. Alors les États-Unis, d'ailleurs, ajoutent à cette machine des ventilations pour extraire les parfums, les odeurs, parce que les Américains n'aiment pas beaucoup ça. Mais il y a cette vérité chez Wim Delvoye. Wim Delvoye, il fait de la marqueterie avec de la charcuterie. Et c'est une façon aussi de dire, la marqueterie est aussi, et c'est le génie de l'islam qui est iconophobe, comme vous savez, l'islam ne veut pas qu'on figure le prophète, donc ils ont un génie de tout ce qui est imbrication, entrelacs, motifs géométriques. Et lui, il fait ça avec du jambon, avec du saucisson, avec du salami. Donc effectivement, il y a quelque chose d'oxymorique à l'idée qu'on pourrait aller chercher la charcuterie pour fabriquer des marqueteries, enfin des marqueteries, appelons ça comme ça, des marqueteries de chair. Il fait ça avec des cochons qu'il tatoue. Enfin, je dirais, à chaque fois qu'il fait un travail, ça passe pour une provocation, mais c'est en même temps une invitation à réfléchir sur ce qui fait notre modernité, notre nihilisme ou notre décadence. La charcuterie musulmane, c'est effectivement un oxymore aussi, quoi. Et je me dis, quand il tatoue aussi des porcs, alors que le tatouage est devenu une espèce de phénomène de mode, de société, il y a peu de gens aujourd'hui qui ne sont pas tatoués dans une certaine catégorie d'âge, et on se dit, mais tiens, profitez de cette mode-là pour tatouer éventuellement les tatouages qu'utilisent les amateurs de Harley Davidson sur le gros jambon d'un cochon. C'est de la provocation, mais c'est intéressant aussi comme travail esthétique. Donc je trouve plus d'intérêt à aller lire, c'est une erreur, je veux dire, aller voir le travail de ces artistes-là, qu'à lire le dernier livre de tel ou tel. Il y a des philosophes de profession, institutionnelle, etc. Ça me tombe des mains, quoi. Je lis, je me dis, voilà, ça fait partie de ma profession, il faut que je sache. Et je me dis, oui, bon, et alors, et après, quoi. Faire un commentaire sur le commentaire d'un commentaire, savoir quel est le Leibniz commenté par Heidegger dans le séminaire de 1937 et faire ça à l'école normale supérieure et dire oh, c'est génial, etc. Je dis oui si on veut, mais peut-être que ça me paraît plus intéressant de voir comment Bartabas dresse un cheval, de voir comment Bettina Reims photographie des animaux empaillés, ou de voir comment Garouste déforme un corps, ou de voir comment un cuisinier produit tel ou tel plat. J'ai eu la chance avec Nimola d'aller voir et goûter la cuisine d'El Bouli, de Ferran Adria et El Bouli. C'est aussi, on a fait d'ailleurs chez Denis un livre bibliophilique sur ce sujet-là. C'est une expérience philosophique majeure pour moi. Ce sont des expériences philosophiques majeures. Et récemment, dans la construction de ce livre qui va s'appeler Cosmos, je démarrais l'histoire. Ma compagne n'était pas décédée, mais je démarrais l'histoire avec la mort de mon père, qui était né en 1921, et le désir de retrouver quelque chose de mon père. Et donc, j'ai pu rencontrer des gens qui m'ont dit qu'un jour, on pourrait aller boire un grand champagne de 1921, à Dom Pérignon 1921. On a fait cette expérience, et j'ai raconté cette expérience qui m'a paru être une expérience nettement plus philosophique
que la lecture d'un séminaire de Heidegger qui n'aurait pas été traduit, par exemple. Donc c'est cette façon que j'ai d'aller voir directement le monde qui me donne du plaisir, du bonheur, de la joie et qui me donne du sens, beaucoup plus que de commenter du commentaire, ce que j'ai déjà beaucoup fait, ce qu'on fait aussi beaucoup, ce que j'ai trop fait, bien sûr. Et puis la contre-histoire de la philosophie me permet non pas d'éviter les gloses, parce que ça, je ne fais pas des gloses sur les auteurs, je propose des auteurs dans leur version intégrale, ce qu'on ne fait pas souvent, et ça permet effectivement de découvrir qu'un philosophe n'est pas réductible à une phrase, à un livre, à une thèse. Je suis en train de faire un cours sur Hannah Arendt, par exemple, la fameuse banalité du mal. Elle n'a jamais parlé de banalité du mal, elle a parlé de la terrible, de l'effroyable banalité du mal, encore un oxymore. C'est-à-dire que si la banalité est effroyable, par définition, elle n'est pas banale. Donc c'est un travail que j'essaie de faire aussi en faisant de l'histoire de la philosophie. C'est-à-dire que dans l'histoire de la philosophie, on peut aussi philosopher. Alors, votre journal d'occasion s'y prête, donc on va un peu sauter d'un thème à l'autre, mais effectivement, philosopher en faisant l'histoire de la philosophie, au sein du journal, il y a un article un peu plus long que les autres, qui s'appelle « Dialectique de la laïcité », et qui est un texte, moi je trouve un petit peu, pas étonnant, mais qui est peut-être un peu singulier, pour deux raisons. Alors c'est un texte dans lequel, on va dire un peu à rebours du traité de la théologie, vous faites à la fois une histoire de la religion, mais surtout de l'autre côté, c'est-à-dire une histoire depuis le point de vue du laïc, depuis celui qui défend la laïcité, comme libre penseur, enfin vous allez revenir là-dessus, mais ce qui est un peu singulier, donc vous redressez cette histoire depuis, on va dire, le mouvement, autant qu'on puisse en savoir, hein, préhistorique, chamanique, cosmique, justement, pour lequel, justement, là aussi, on sent que vous avez une certaine, pas tendresse, c'est pas le mot, mais un certain intérêt, avant la grande reprise en main, d'abord du monothéisme, et puis sous sa forme après paulinienne, extrêmement, extrêmement dure, mais vous finissez le texte autour de la question, entre autres, de l'islam, on revient aussi à ce point-là, mais je pense que le fait que ce soit l'islam est, on va dire, plus ou moins indifférent à la question, mais avec une conclusion assez pessimiste, puisque vous finissez en disant la laïcité fut une belle aventure. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres textes où effectivement vous ne cessez, et légitimement, de revendiquer à la fois une joie, un goût du plaisir, un goût de la grande santé, dans ce texte-là, alors je ne sais pas si c'est au moment où vous l'avez écrit ou si c'est un sentiment plus général, je trouve qu'il y a si ce n'est un défaitisme, du moins une hésitation, une forme de pessimisme qui vous est inhabituelle. Vous êtes un excellent lecteur. Parce que il manque un tiers de ce texte dans ce texte. C'est-à-dire qu'effectivement, je l'avais écrit pour une conférence et le développement sur l'islam était très long. C'est-à-dire que j'ai lu le Coran, j'ai lu les hadiths du prophète, j'ai lu la Sira, j'ai lu tout ce qui permet de se faire un avis sur l'islam. Et j'avais expliqué ce qu'avait fait le prophète, comment il s'était comporté, en disant quelles étaient les batailles, qui il avait décapité, comment il s'y était pris, comment il avait effectué des razzias, enfin en disant voilà, faisons de l'histoire. Qu'on arrête de nous dire de cette religion de paix, de tolérance et d'amour, qu'elle est de paix, de tolérance et d'amour, si elle n'est pas de paix, de tolérance et d'amour. Donc j'avais fait une longue analyse qui a fait peur à mon éditeur, qui m'a dit là, on va avoir des problèmes. Et donc, il m'a dit, il faudrait enlever ceci, enlever cela. Puis dire, mais je vais pas dire que c'était un gentil garçon, le prophète. C'est la vérité historique. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas qu'il aurait fallu, je ne dis rien d'autre que ceci a eu lieu. Ça se trouve dans la Sira. La Sira, c'est ce que les musulmans eux-mêmes ont retenu comme étant la vérité sur le prophète. Si on ne peut pas dire que telle chose est dans le Coran, que telle chose est dans la Sira, que le prophète a fait ce qu'il a fait, ça devient problématique. Je ne dis pas, j'ai pris soin de ne pas dire à une seule seconde que j'étais contre, que je le déplorais, que je ne porte aucun jugement de valeur. Je dis juste, il y a ceci, il y a cela, tout le monde n'a pas lu le Coran, tout le monde n'a pas lu la Sira, tout le monde n'a pas lu les hadiths du prophète. Moi, je l'ai fait. Je fais une synthèse que j'ai essayé de faire ultra objective. On m'a dit, ah oui, mais non, il va falloir que notre avocat regarde ceci, regarde cela. Puis j'ai dit, écoutez, bon... on enlève, voilà, on enlève. Je ne veux pas enlever ceci, bricoler cela, je dis on enlève tout. Donc on enlève tout, simplement le texte s'effondrait, ce qui fait que j'ai fait 3 ou 4 pages de synthèse. Mais une synthèse assez rapide pour dire, bon, voilà, on passe, je maintiens ce que je dis, la preuve c'est que je le dis publiquement, et je ferai autre chose
je vais faire des confidences chez Denis, parce que j'ai envie de les faire ici, mais il y a ce livre qui s'appelle Cosmos, et puis il y a un autre livre que j'ai déjà d'une certaine manière écrit, qui s'appelle Puissance et décadence, mais qui n'est pas assez épais, parce que je voudrais faire aussi 400-500 pages sur ce sujet-là, et j'intégrerai le travail que j'ai fait pour dire ce que j'ai à dire sur le mouvement de la civilisation. C'est-à-dire que quand vous pointez mon pessimisme, moi je ne suis pas un enfant des annales, mais enfin je sais que les annales ont eu lieu en histoire et que l'intérêt que les historiens ont pu apporter aux philosophes, c'est justement de les inviter à penser les grandes distances. Ce qu'on ne fait plus. Internet, le téléphone portable, on est dans l'instant pur. C'est-à-dire qu'on est dans l'événement, immédiatement. Aujourd'hui, Dieudonné, le lendemain, la maîtresse du président, le surlendemain, encore autre chose, et puis on passe encore à autre chose. Ça veut dire qu'on est le nez dedans. Et moi, je voulais faire une autre proposition qui est, prenons le point de vue de Sirius, quoi. On se dit, on prend de la hauteur, et la question est décadence ou pas décadence. Eh bien, réponse, oui, il y a décadence, pour moi. Parce que l'Europe est morte. Et j'ai fait l'histoire de cette ancienne bonne idée que fut l'Europe judéo-chrétienne, en disant, voilà, ça démarre avec la conversion de Constantin, ça continue avec une espèce de progression. En ce sens, je suis hégélien, et je ne le suis pas beaucoup, donc je peux dire que je le suis sur le terrain de la philosophie de l'histoire. Et les civilisations sont mortelles. Tout le monde est d'accord. L'Égypte a eu lieu, il s'agit d'aller maintenant au Caire pour voir que c'est fini la civilisation égyptienne. Même chose avec la Grèce, même chose avant, je dirais Sumer, Assur, Babylone, la Grèce, Rome. Donc on est d'accord, on le sait depuis Valérie, nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels, et on fait comme si ça n'était pas le cas pour nous. Civilisation européenne, elle est là depuis toujours, et puis elle va le durer toujours, etc. Je dis non. Il y a une espèce de santé intrinsèque aux choses, aux objets, à nous, aux plantes, aux planètes, une vitalité, et ça marche aussi pour les civilisations. Donc cette civilisation européenne, elle a vu le jour, elle a existé, elle a culminé, 12e, je dirais 12e, 13e, enfin les cathédrales, la grande santé, pour le dire dans un vocabulaire nietzschéen, l'Inquisition, l'espèce de violence dont le christianisme était capable. Et puis avec l'humanisme, la Renaissance, ça commence à se défaire, cette civilisation-là. On dit oui, le christianisme d'accord, mais pourquoi pas un peu d'Épicure, un peu de Sextus Empiricus, un peu de Sénèque, un peu de... Donc on peut être stoïcien et chrétien, on peut être épicurien et chrétien, on peut être sceptique et chrétien. Erasme est extraordinaire pour ça, puis Montaigne, puis les libertins du XVIIe qui nous font la démonstration de fait que, bon, oui, d'accord, on peut croire en Dieu, mais finalement, on peut considérer que le Dieu que nous devons défendre, c'est le Dieu fidéiste, quoi. C'est le nôtre, mais bon, on serait en Iran, eh bien, on défendrait un autre Dieu, et puis on serait en Allemagne, on défendrait aussi un autre Dieu. Et je fais dans cette histoire, effectivement, de la laïcité, qui est en même temps une espèce d'histoire de l'Europe, une histoire de ce qui et de l'humanité, puisqu'effectivement, je démarre en disant, voilà, il y a eu de l'animisme, du polythéisme, et puis on passe au théisme, puis au déisme, puis au fidéisme, puis à l'agnosticisme, et puis éventuellement à l'athéisme. Et je dis, nous sommes dans cet état, nous, Europe, plus personne n'est prêt à mourir pour l'Europe. Et pour le christianisme, et pour les valeurs chrétiennes. Personne ne dit, moi, je vais au combat pour défendre des valeurs chrétiennes. Et tant mieux, je ne pense pas que le combat soit une excellente chose. Mais je dis simplement que quand une civilisation n'est plus portée par des gens qui sont prêts à mourir pour elle, la civilisation est morte, c'est fini, c'est terminé. On décapite Louis XVI, la vieille idée de Saint Paul, tout pouvoir vient de Dieu, eh bien, elle en prend un sacré coup, parce que Louis XVI est mort, mais en même temps, ça continue. Et on se dit, mais finalement, le pouvoir ne vient sûrement pas de Dieu, il y a le contrat social, il y a cette idée que le pouvoir viendrait de la souveraineté, c'est-à-dire du peuple, et que ce serait une affaire d'immanence, c'est pas une question de transcendance. Et de fait, la laïcité a joué un rôle dans cette aventure. Et la laïcité, il disait, on peut croire en Dieu, mais chacun chez soi. Et la politique, ça n'est pas une affaire de théocratie, la politique, c'est une affaire de démocratie, c'est l'affaire du peuple et de la souveraineté. Et la souveraineté, c'est une affaire d'immanence, c'est pas une affaire de transcendance. En ce sens, je suis laïque. Et je dis, mais cette idée, elle tend à disparaître aujourd'hui parce que cette civilisation qui est la nôtre et qui disparaît, elle va être remplacée par une autre civilisation. Je ne vais pas faire de la prospective, mais je dis simplement, regardons sur la planète ce que sont les civilisations en présence, et il y a une civilisation qui est la civilisation musulmane, qui est en grande santé.
Elle a la santé pour elle, parce qu'elle a des gens qui sont prêts à mourir pour elle, parce qu'elle a des jeunes qui sont prêts à mourir pour elle, parce qu'il y a ce que Nietzsche appelait une grande santé. Je ne dis pas c'est bien, je ne dis pas c'est pas bien, je dis c'est ainsi. Et je pense que l'Oumma, qui est une espèce de communauté virtuelle, et c'est le génie de l'islam que d'être post-national, c'est-à-dire qu'on a créé les États-nations au 19e, les États-nations disparaissent aujourd'hui, et l'Oumma que les musulmans proposent, elle est planétaire. C'est-à-dire que sur la totalité de la planète, on n'a pas besoin de frontières, on a juste une communauté qui est pas seulement virtuelle, mais qui est constituée dans la croyance, la vérité de la parole révélée dans le Coran. Donc je ne dis pas que l'avenir de l'humanité est à l'islam, je dis simplement que l'islam est bien parti pour créer une civilisation nouvelle de substitution. Moyennant quoi, vous dites pessimiste, je ne dirais pas pessimiste, parce que le pessimiste voit le pire là où il est. Voit le pire partout, je dirais. L'optimiste voit le meilleur partout, et le tragique, je crois être un tragique plus qu'un pessimiste, le tragique voit le réel comme il est. Tâche de voir le réel comme il est. Donc je dis pas c'est bien, c'est pas bien, ça devrait pas. Je suis pas comme Alain Finkielkraut ou comme quelques-uns qui diraient mais il faut revenir à un état d'avant qui nous permettrait ceci. Je suis pas un réactionnaire au sens étymologique en disant il faudrait que les instituteurs redeviennent ce qu'ils étaient pendant la Troisième République. Il faudrait qu'on réapprenne aux jeunes ceci, cela. Je dis non, c'est le bateau coule. Et je prends souvent cette métaphore du Titanic en disant l'Europe est en train de couler comme le Titanic a coulé. Alors on ne va pas dire il faudrait colmater la brèche, parce qu'on a 3 rustines alors qu'il y a des béances qui sont faites par des icebergs. Et je pense qu'il nous reste juste sur le pont à boire du champagne et à écouter de la musique en disant ça coule, mais voilà, allons-y. Donc pessimiste sûrement pas, mais tragique en disant c'était une belle histoire, la laïcité, c'était une belle histoire, l'Europe, enfin c'était une belle histoire. Ce fut une histoire, j'en fus. Et puis, le spectacle est ailleurs. Je pense maintenant que d'autres civilisations sont en lice. Je souscris aux thèses de Samuel Huntington. Je pense que les civilisations sont en guerre et que les civilisations, ce sont d'abord des religions. Il n'y a pas d'exemple de civilisation qui se soit constituée durablement sans religion. La civilisation marxiste-léniniste, elle a tenu de 1917 à 1989. Bravo l'Empire. Ou l'Allemagne nazie, 33 à 45. Donc des gens qui veulent fabriquer des empires et qui finalement fabriquent quelques années, quelques décennies d'un bricolage idéologique qui ne devient pas civilisation. Et c'est tant mieux. Donc je pense que si civilisation il doit y avoir aujourd'hui, elle ne sera sûrement pas locale, c'est fini, on se déplace à la vitesse jadis du supersonique quand nous avions le Concorde, nous avons régressé un peu, donc nous nous déplaçons un peu plus lentement que dans les années gaulliennes, mais je pense qu'il va falloir qu'effectivement on pense en termes de religion sur la totalité de la planète, et je pense que ce qui risque d'advenir, c'est une espèce d'islam des Émirats arabes, c'est-à-dire un mélange d'hypertechnologie et de tribus du désert, un mélange d'internet et de croyances à ce que l'islam enseigne. Donc je vais aller faire des conférences bientôt aux Émirats arabes avec la véritable envie de voir à quoi ressemble un islam moderne, technique, mais en même temps enraciné dans la parole du prophète, parce que je crois que quelque chose comme ça risque d'advenir dans les on verra pas ça, hein, c'est pas à longueur de nos vies humaines là tout de suite, mais de 2 siècles, 3 siècles, je pense qu'effectivement il y aura des conflits de ce type-là. Et je suis allé en Inde, j'ai vu 2 ou 3 choses en Inde. Je pense que l'Inde ne peut pas faire le poids spirituellement, et que seul, éventuellement, le confucianisme d'une certaine Chine pourrait contrebalancer. Sûrement pas le catholicisme, le christianisme. Bon, après, quand on prend une carte du monde et une carte des religions dans le monde, on peut faire de la géopolitique, on peut faire de la géostratégie. Ceci dit, je vais pas avoir le complexe de Jacques Attali qui annonce des choses pour dans 2 siècles et qui se trompe quand il annonce un truc pour dans 3 ans. Donc je veux pas jouer ça en disant c'est une hypothèse, et c'est une hypothèse que je propose dans un petit texte qui deviendra un gros texte, mais vous avez très bien lu ce texte qui vous paraît bizarre, et il l'est parce qu'il a été construit avec une plus grande longueur en bouche, je dirais, qui a disparu parce que, je dis, on arrête les histoires, les procès, les menaces, les choses comme ça. Je garde ce texte et puis je le réintégrerai dans ce texte sur puissance et décadence pour essayer d'expliquer sans insulter, je ne sais pas comment dire, mais sans blesser des musulmans en disant mais est-ce qu'on peut vous dire ce qu'est votre religion ?
Est-ce qu'on peut vous dire ce qu'il y a dans le Coran? Est-ce qu'on peut vous dire ce qu'il y a dans les hadiths du prophète sans que vous vous fâchiez? Est-ce que quand on dit que vous êtes une religion tolérante, vous avez autre chose à me dire que vous allez me couper la gorge? Parce que si vous voulez montrer qu'effectivement cette religion est tolérante, tolérez qu'on puisse dire ce qu'elle dit. J'ai juste envie de ce genre de choses, qu'on débatte sur des textes et qu'on puisse lire les textes, y compris des versets dont on dit qu'ils sont abrogeants. Pourquoi dans le Coran on nous dit pas de contrainte en matière de religion? C'est un verset intéressant. Pourquoi dans une sourate du Coran y a-t-il cette invitation à ne contraindre personne en matière de religion? Pourquoi d'autres versets sur lesquels on pourrait construire une autre religion, c'est-à-dire pour le coup de tolérance, de paix et d'amour, pourquoi est-ce qu'il y a ces versets contradictoires? Faisons l'histoire. Moi je demande qu'on lise les textes dits sacrés comme des textes historiques. Il y a exactement la même chose dans la Bible, où on a un Jésus de paix, de tolérance et d'amour, et puis on a aussi un Jésus qui chasse les marchands du temple, ou un Jésus qui dit « je suis là, je suis venu pour apporter la guerre », etc. C'est un marché qu'on peut faire dans un texte. On peut faire son marché dans le Talmud, on peut faire son marché dans le Nouveau Testament, on peut faire son marché dans le Coran. Ce qui est intéressant, c'est qu'on lise le texte ensemble, et qu'on arrête de se mépriser, de s'insulter, de se traiter d'islamophobe, en disant, eh bien, lisons le texte, et puis essayons de comprendre ce qui s'est dit, pourquoi, quand, comment, parce que il faut faire d'abord de l'histoire. La laïcité, c'est ça, c'est de dire, je veux pouvoir revendiquer la liberté de lire un texte que vous appelez sacré comme un texte historique. Je veux qu'on puisse lire la Bible comme on lit Sénèque. Je veux qu'on puisse lire le Coran comme on lit Tacite. Je veux qu'on puisse lire le Talmud comme on lit Suétone. Ça nous prépare une belle conférence pendant quelques années. Si je n'ai pas été égorgé d'ici voilà, là. Si vous êtes encore parmi nous. Alors, puisque vous nous invitez à boire du champagne pendant que le bateau coule, Oui. D'ailleurs, profitons-en, on va le faire, mais en attendant, il y a un très beau texte et ça va nous permettre d'aller vers les deux autres livres chez Galilée dans le journal qui est le texte qui s'appelle « Brûler d'une chaleur retirée », qui est en fait une sorte vous énoncez la philosophie de Démocrite, pour autant qu'on puisse la connaître, puisqu'il nous demeure comme texte, dans lequel vous la présentez comme étant essentiellement un rire. Un rire, il faut rire de Dieu, donc rire des religions, ça on sait que vous le faites très bien, rire de la culture, de la mort, de l'idéal ascétique, et rire de l'avoir. Or, vous publiez donc chez Galilée le 3e volume d'une série autour de Démocrite. Alors, il y en a déjà eu un qui, en fait, ce sera une série autour des éléments. Vous avez déjà évoqué l'air avec les abeilles, la terre avec les forêts, et cette fois-ci, c'est l'eau. Donc, le livre s'appelle « La constellation de la baleine, le songe de Démocrite ». Alors, ce qui est extrêmement intéressant, là aussi, on souhaitait aborder ce livre-là, puisque nous ne sommes pas du tout dans un livre de philosophie. Simplement, en termes de présentation, on peut voir, voilà, on est sur une forme, d'ailleurs, nous allons pouvoir en discuter. Est-ce que c'est une forme poétique? Est-ce que c'est une forme où commence à s'engager l'horizon d'une fiction? Et dans ce livre-là, sans tirer trop, on est en quelque sorte sur Démocrite chez les Vikings. C'est-à-dire que vous construisez quand même une fiction, mais qu'une fiction très mythologique, pas religieuse mais mythologique, autour de laquelle le sage grec Démocrite communique aux Vikings une pierre qui indique le nord et un voyage s'engage. On l'évoquait un petit peu avant la conférence, comme vous le disiez, vous pourriez très bien faire paraître ces livres-là sous un autre nom et personne ne s'en rendrait compte. Personne, en lisant ce livre-là, se dit c'est du Michel Onfray, comme on peut se le dire en lisant le journal. Est-ce que vous pouvez nous exposer un peu quel est l'objet de ce projet? Est-ce qu'on est justement dans la volonté, vous l'avez évoqué un petit peu, le fait pas une lassitude, mais sortir un peu de ce travail énorme de lecture et d'écriture dans lequel vous êtes, qui est un travail de création et de commentaire. Est-ce qu'il y a là une volonté justement de faire un pas de côté, de se donner de l'air en s'ouvrant vers une autre forme de création? Oui, ça aussi c'est un livre d'occasion. C'est d'abord une série qui est devenue une série d'occasion. Je peux pas me retenir. Quand je fais un livre, je fais une série, donc j'en fais 3 ou 4. Et de fait, c'est Jean Lamberville qui est le metteur en scène le directeur de la Comédie de Caen qui m'a passé commande d'une pièce de théâtre. Et j'avais écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Le Songe d'Eichmann, qui était pour moi une pièce de théâtre au sens classique du terme, c'est-à-dire des personnes qui se parlent, etc. Bon. Et il me dit, j'aimerais faire quelque chose avec toi, mais je ne sais pas quoi, je voudrais que tu m'écrives un texte. On devait partir
Il voulait qu'on parte aux États-Unis ensemble 3 semaines dans un camping-car. Terrible, c'était l'enfer pour moi, ça. Le camping-car, 3 semaines aux États-Unis avec des gens que je ne connais pas, en mélangeant nos sueurs et nos transpirations. Donc je me suis dit, je peux pas faire ça. Et après ça, puis ma compagne était très malade et je ne pouvais pas quitter la France. Et donc ce voyage ne s'est pas fait. Et puis un jour, je dis à Jean, écoute, je sais pas. D'abord, lui, il voulait travailler sur un cimetière américain où étaient enterrés des gens qui avaient fait une communauté à l'époque de Cabé, une espèce de phalanstère semi-fourriériste, enfin socialiste utopique. Et je lui dis, est-ce que tu penses vraiment que pour célébrer l'utopie, il faut se retrouver dans un cimetière? Ça me paraît pas être une bonne idée. Peut-être qu'on pourrait. Donc on a débattu sur des possibilités de faire des choses ensemble. Et puis bon, je pouvais pas me déplacer. Et un jour, je lui dis, mais ton truc à toi, c'est plutôt l'Islande. Je dis, moi, je veux bien te faire un truc sur l'Islande parce que, il me dit, tu m'as dit ça, tu me dis ça, mais on m'a offert un livre il y a 2 jours, et puis j'ai fait un rêve hier, il me dit, t'as raison, c'est l'Islande, etc. Et donc, je dis, mais plutôt que d'aller chercher un sens à l'avenir dans un cimetière américain, il me semble qu'on peut plutôt aller chercher la signification de ce que l'Islande a à nous dire, comme terre des promesses nouvelles, de la terre qui se fait, qui se refait sans cesse, comme le génie de la nature. Et il me dit, c'est vachement bien, il faut qu'on aille faire un voyage là-bas, etc. Bon, je dis d'accord, allons-y. On est convenu de ce voyage. Bon, finalement, pour les mêmes raisons, je n'ai pas pu le faire. Et je lui ai dit, mais écoute, moi, je vais te le faire, ton voyage en Islande. Et j'ai écrit ce premier livre, qui était Le recours aux forêts. Et c'était une idée que j'avais trouvée dans les sagas islandaises, qu'on trouve dans la Pléiade. Et effectivement, quand on avait quelque chose à reprocher à un criminel, on lui disait, tu pars dans la forêt, et puis maintenant on peut te faire n'importe quoi, mais si on tombe sur toi, voilà. Mais recours aux forêts, c'était, je pars, je m'en vais. Et finalement, cette idée m'intéressait. Il y avait une extrême violence dans la façon de recevoir mon Freud, où vraiment, on m'a épargné juste les coups de fil anonymes, mais à peine. Je veux dire, Mme Roudinescu a tout fait pour ça, est intervenue auprès du président de la région Basse-Normandie pour faire sauter les subventions de l'Université populaire. On m'a traité dans Le Monde, dans Le Nouvel Observateur, dans Libération, de nazis, de fascistes, d'antisémites, de pédophiles refoulés. Toute la presse s'y est mise, sauf Le Point. Et Franz-Olivier Gisbert, à qui je garderai une éternelle reconnaissance, mais c'est violent, c'est d'une extrême violence, cette façon d'être reçu quand on dit juste des choses vraies. C'est pas moi qui ai inventé le fait que Freud faisait une dédicace élogieuse à Mussolini, que Freud a travaillé avec Félix Böhm, qui était un nazi, pour que la psychanalyse puisse continuer à exister sous régime nazi. Je veux bien être un salaud, mais je veux dire, on est passé à côté du débat qu'on aurait dû avoir véritablement sur ce sujet-là. Et le recours aux forêts, j'en ai eu le désir à un moment donné, en me disant, mais je m'en prends plein la figure, personne ne me défend, je fais des cours à l'Université populaire, il n'y a aucun papier dans la presse depuis 12 ans. J'ai fait je ne sais combien de coffrets chez Frémaux de mes cours, une vingtaine de coffrets, 13 disques à chaque fois, 0 papier. Et en revanche, des pages et des pages et des pages pour me traiter de nazi refoulé ou de etc. Bon. Et je me dis, mais est-ce que j'ai pas fait mon temps public en disant maintenant ça va quoi, j'arrête l'Université populaire, je m'en vais dans un endroit où j'écrirai mes livres, plus de télé, plus de radio, plus de journalistes, plus ces gens-là, etc. Mais une espèce de retrait en disant après tout, c'est un désir que j'avais moi aussi de recourir aux forêts. Et j'ai fait ce texte, j'étais allé sur les traces de Thoreau aux États-Unis quand j'ai préparé mon cours sur ce philosophe majeur pour moi, et j'avais découvert à l'époque Whitman. Et j'ai aimé la poésie, j'ai adoré la poésie quand j'étais adolescent, tous les adolescents je pense, et j'ai été un peu estomaqué par le surréalisme. Quand on a 16 ans, 17 ans, on lit le surréalisme, on trouve ça génial, et puis on ne mesure pas ce qu'il y a de destruction de la raison dans le surréalisme. C'est plus tard qu'on découvre que, bon, il y a eu la guerre 14-18, il y a eu un nihilisme repris à son compte par Vacher, Cravant, Breton et quelques autres, Soupeau, mais la poésie est devenue ce qu'elle est devenue après Mallarmé, qui l'a rendue confuse et obscure. Et aujourd'hui, plus le poète est obscur, plus il est grand. Et plus il a de chance d'être publié chez Gallimard et d'entrer un jour en Pléiade. Et donc, je me dis, cette poésie-là, je la lis pas, quoi. Ça m'embête, ça m'ennuie. Il y a 2 mots dans une page, on tourne la page, il y a 1 mot dans la page suivante, je comprends rien à rien. Si c'est ça la poésie, non merci. Et nouveau coup de poing avec Whitman, et je me dis, il y a Whitman. Ezra Pound m'avait fait le même effet, les cantos, et je me dis, bon, il y a des poètes qui ont de la chair, qui ont du corps, qui disent des choses, qui sont des musiciens, qui vont directement au monde, et je me suis dit,
dit, finalement, cette poésie-là, elle m'intéresse. Mais ce n'est pas la poésie officielle. Il faudrait faire une contre-histoire de la poésie aussi et montrer que la poésie dont on nous dit qu'elle est grande, les Paul Celan, les Mallarmé, enfin tous ces obscurs qu'on nous présente aujourd'hui comme des très grands, qui sont des poètes pour les écrivains, quoi. Ce sont des poètes qui permettent la glose, mais un poète, ça devrait permettre de voyager, de se trouver transporté. Ça devrait être lu par tout le monde. Et quand les poètes sont lus par tout le monde, eh bien, ils sont suspects. Prévert est suspect. Évidemment, il est compréhensible, il est donc... c'est lent, en revanche, ça, oui, c'est grand. Donc, je me suis dit, mais après tout, je vais écouter la musique en moi quand je vais écrire ce texte que m'a commandé Jean Lamberville. Et puis, je ne me suis pas demandé si ça allait être de la poésie, de la prose poétique, de la philosophie, ou pas de la philosophie, ou de l'antiphilosophie, ou de la contre-philosophie. Je ne me suis pas posé la question, j'ai écrit. J'ai écrit ce texte, et puis d'un seul coup, la musique est venue comme ça. Et j'avais déjà eu cette expérience-là avec Éric Tanguy, qui est un ami compositeur, qui m'avait passé commande d'un livret d'opéra. Et j'avais écrit ce livret d'opéra. Et quand je l'ai écrit, je me suis trouvé devant un registre qui n'était pas mon registre habituel. Et puis bon, ça coûte très cher un opéra. On avait une partie des subventions, puis les autres parties manquaient. Les parties, elles arrivaient l'année suivante, mais l'année suivante, les parties d'avant ne pouvaient plus amener l'argent, donc l'opéra ne s'est jamais fait. Mais le texte a eu lieu. Et j'ai refait quelques textes pour Éric, et Éric Tanguy a fait quelques compositions sur quelques-unes de mes écritures. J'arrive pas à dire poèmes, enfin sur quelques-uns de mes textes. Et quand Jean Lamberville m'a demandé ce texte, je l'ai fait comme ça. Puis après, je me suis aperçu que ça pouvait être de la poésie, mais sûrement pas la poésie telle que l'institution la présente aujourd'hui, mais des façons poétiques qui, d'une certaine manière, retrouvent la grande geste mythologique. C'est-à-dire singulièrement, quand on lit les Eddas, quand on lit l'épopée de Gilgamesh, quand on lit même des nouvelles traductions de la Bible, qui ne sont pas les traductions en poulet classiques telles qu'elles ont été faites depuis très longtemps. Je songe aux travaux de Méchonique sur ces textes-là. On se dit, mais c'est une poésie qui nous dit a priori la nature du monde. Et je me dis, mais c'est la poésie, elle est poésie justement parce qu'on est dans une civilisation sans écriture. Et qu'on apprend beaucoup mieux les choses qui sont cadencées. Et d'un seul coup, on se dit, mais oui, effectivement, la poésie, enfin, quand la chose est dite et qu'on veut la retenir, si on cadence ce qu'on raconte, on est dans le poème. Et donc, voilà pourquoi la forme primitive, elle est, me semble-t-il, c'est une hypothèse, mais la forme primitive, elle est poétique, elle est lyrique, elle est mythologique, et elle permet de dire un certain nombre de choses que plus tard, on dira autrement quand on se mettra à écrire, notamment de la philosophie. C'est-à-dire que, voilà pourquoi Homère est peut-être un prête-nom. Homère n'aurait pas écrit l'Iliade et l'Odyssée, il se serait contenté de rédiger ce qui se racontait précédemment. C'est-à-dire qu'il aurait simplement été le scripteur, on dirait, le scripteur d'une vieille histoire orale et racontée, poétique. Et pourtant, on traduit aujourd'hui, la plupart du temps, en prose. Même chose avec Lucrèce. C'est assez sidérant, et on va faire un travail chez Denis Molin de retraduction de la nature des choses en respectant les cadences et la poésie de l'époque. Et donc, ce qui m'intéressait dans ce registre-là, c'était de dire, alors vous disiez tout à l'heure, c'est pas de la philosophie, d'une certaine manière, je dirais, c'est parce que j'ai écrit une 50aine de livres de philosophie que j'ai pu écrire aussi sobrement ce que j'ai écrit dans ces livres qui relèvent pour moi de la poésie, mais sûrement pas d'une poésie institutionnelle. Et c'est parce que je suis Michel Onfray et que j'ai cette relation avec Michel Delorme des éditions Galilée que mon texte se trouve édité. Je ne me fais pas d'illusions, j'envoie mon texte avec un autre nom chez un autre éditeur, paraîtra jamais, parce qu'il y a tout un délire. J'ai découvert récemment Alexandre Romanès, qui est pour moi le grand poète d'aujourd'hui, qui est un tzigane qui a créé un cirque, qui m'a envoyé ces 3 livres d'un seul coup. J'ai chialé en lisant ça, en me disant mais c'est terrible cette poésie, c'est la plus grande poésie que j'ai jamais lue. Il est quasi illettré, il est chez Gallimard. Chez Gallimard, on commence à trouver qu'il est suspect, il vend 20 000 exemplaires. Donc évidemment c'est suspect. Donc je me dis mais il y a des
poètes aujourd'hui, et justement, on est dans la grande oralité. Alexandre Romanès, c'est quelqu'un qui parle, qui dit, qui raconte, et puis après, accessoirement, il faudra écrire, mais il ne pense pas pour écrire, il pense pour dire. Et je pense que la grande tradition poétique et mythologique était une tradition du dire, et pas de l'écrire. Et donc, quand j'écris, j'essaie de retrouver cette tradition du dire avec une espèce d'obéissance à une cadence, à une horloge interne. Et quand je commence à écrire, d'abord j'écris quelque chose, et puis après, quand je me mets à le dactylographier, c'est plus du tout la même chose. Et il y a presque une espèce de jeu musical, et tac, 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 et puis d'un seul coup, les mises en page se font, et puis il y a des rythmes qui reviennent, donc il y a des mots qui reviennent, et ça se trouve écrit comme ça. Donc le recours au forêt est écrit comme ça. C'est donc un éloge de la terre, de mon père aussi, qui est aussi présent beaucoup partout. Et puis l'année suivante, on refait autre chose, et puis on convient que finalement les abeilles nous intéressent, lui et moi. Moi, j'aurais toujours aimé être apiculteur, et j'ai jamais trouvé le temps de faire ça ou de me faire initier à l'apiculture. Et je lui dis, je fais un livre qui s'appelle donc La sagesse des abeilles. Et puis je me dis, mais finalement, voilà, la terre, l'air. Et on se retrouve avec Jean Lamberville au Canada, auprès du Saint-Laurent, où j'étais venu avec mon père quand on est parti au pôle Nord. Et il y avait une représentation de la sagesse des abeilles, ou non, du recours aux forêts à Montréal. Et on se balade on est le long du Saint-Laurent, et j'ai dit, mais tu sais, là, on était venu avec mon père, il y a les baleines qui puis je commence à lui raconter des choses sur les baleines, et j'ai dit, mais les baleines, ben oui, voilà, quoi. Après la terre, les abeilles, la mer, les abeilles, les baleines, je fais un truc sur les baleines, il me dit, ah ouais, bonne idée. Je rentre, et comme je fais habituellement, c'est-à-dire j'ai beaucoup travaillé, c'est-à-dire que je n'ai pas d'imagination. Et j'ai travaillé sur des mythologies, mythologie de la baleine, mais aussi j'adore Jean Mallory, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui, malgré son âge, va faire paraître 2 gros volumes. Là, qui m'a parlé de ça récemment, c'est extraordinaire, la santé qu'il a. Et il avait découvert, lui, une allée des baleines, qui est une espèce de site, c'est quoi, on pourrait dire, c'est l'acropole, c'est une espèce de monument panthéiste aux baleines. Donc j'ai un peu construit à partir de ça. Vous avez raison de dire que Démocrite s'y trouve, mais aussi j'ai voulu dire une chose qu'on ne dit pas et qui pourtant est une vérité historique, c'est-à-dire que l'Amérique a été découverte par les Vikings. D'Argentan sûrement, enfin, des gens qui, au Xe siècle, ont traversé l'Atlantique avec les bateaux qui étaient les leurs, qui se sont installés sur la côte est des États-Unis, l'équivalent un peu du Canada plutôt, à cette limite-là, qui se sont installés, qui ont vécu, qui ont produit un certain nombre de choses. On a retrouvé des clous, du bois, des statuettes, une statuette magnifique. Et puis ils sont repartis, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils ont quitté l'Amérique, ils sont revenus dans les pays scandinaves, et c'est Christophe Colomb après qui découvre l'Amérique. Et donc j'ai lu sur ce sujet-là, et il y a une hypothèse, une certaine pierre, quartz, un schiste, je ne sais plus, enfin, qui permettrait, dans l'orientation, dans son orientation en direction de la lumière, d'avoir l'indication du nord. Et donc, quel que soit le temps, c'est-à-dire si le temps est couvert, s'il fait nuit, etc., pourvu qu'il y ait de la lumière, que ce soit la lumière cachée par le brouillard ou la lumière de la Lune, il y avait la possibilité pour les Vikings d'avoir un cap. Évidemment, ce que je dis, c'est, puisqu'il y a mon père, il y a l'étoile polaire, il y a tout ça, c'est si nous avons la chance d'avoir une boussole, alors on a le nord et on sait se conduire. C'est une invitation à dire cherchez la boussole, cherchez le nord, cherchez ce qui vous permettra de vous construire, de vous conduire. Donc oui, il y a de la mythologie, oui, il y a de la poésie, mais ce sont peut-être les livres dans lesquels j'ai mis plus de philosophie que dans d'autres. C'est-à-dire qu'il va y avoir une contre-histoire de la philosophie en 13 volumes, il y aura beaucoup moins de moi dans ces 13 volumes qu'il n'y aura de moi dans ces quelques pages. Donc il y a un moment donné où effectivement, c'est parce que j'aurais beaucoup écrit que je me serais permis d'écrire des choses minimales dans lesquelles je serais tout entier. Donc le temps passant, je me dis, il y a plein de livres de moi qui peuvent aller à la poubelle, et ces 3-là, il y aura un 4e, j'ai déjà un plan, j'ai presque un titre, et ce sera Le Feu, bien sûr. Il sera beaucoup question de ma compagne qui est partie, mais il y aura une espèce de tétralogie des éléments dans laquelle je pourrais peut-être dire, après tout, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, et on peut oublier le restant de mes livres. Donc voilà, on verra avec le tome 4, si Dieu me prête vie. Merci à tous, merci beaucoup évidemment Michel Onfray. Merci.